Bonjour. La signification des luttes pour la justice sociale a profondément évolué ces dernières décennies. D'une revendication pour une redistribution plus juste et équitable des richesses, nous serions passés insensiblement à une demande de reconnaissance des identités non seulement sociales, mais également liées à l'origine, à l'orientation sexuelle ou à l'histoire. L'idée même de justice s'orienterait-elle vers la satisfaction de demandes de reconnaissance? Existe-t-il en démocratie un droit à la reconnaissance? On le voit, ce thème a été porté ces dernières années par deux auteurs, le premier allemand, Axel Honneth, et la seconde américaine, Nancy Fraser, parmi d'ailleurs beaucoup d'autres qui ont construit cette question. Alors pour entrer dedans, nous partirons d'Axel Honneth avec vous, Louis Carré. Louis Carré, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, chargé de recherche en Belgique, à l'Université libre de Bruxelles, et vous avez publié un livre récemment intitulé Axel Honneth, le droit de la reconnaissance. Les prépositions sont ici très importantes, aux éditions Michalon, dans la collection Le Bien commun, que j'ai d'ailleurs l'honneur de diriger. Alors, est-ce que vous pourriez, Louis Carré, dire à nos auditeurs exactement en quoi consiste ce thème de reconnaissance, la justice comme reconnaissance, parce que c'est un thème, dans le fond, assez polysémique. Tout à fait. Alors, on peut distinguer différentes acceptions du terme reconnaissance. La reconnaissance au sens commun du terme, ça peut désigner aussi bien le fait d'identifier quelque chose. Lorsque je reconnais, par exemple, un objet ou une personne dans l'espace, ça peut également signifier reconnaître une autorité. On reconnaît les lois de l'État, mais ça peut aussi signifier le fait de se reconnaître mutuellement de manière réciproque. Pour donner un exemple tout à fait banal, le fait que deux amis dans la rue qui se croisent se reconnaissent, voilà une forme de reconnaissance spécifique à partir de laquelle d'ailleurs Honneth a construit tout un modèle théorique. Alors, il a construit un modèle théorique en montrant qu'il y a une certaine nécessité de la reconnaissance pour la construction de l'individu. Il part de là, il part de ce constat. Exactement. Et comme vous dites, c'est un constat, c'est-à-dire que c'est presque une donnée anthropologique, le fait que les individus se construisent leur propre identité ou leur propre rapport à eux-mêmes à travers des rapports de reconnaissance. Je ne suis moi-même ou je ne peux me rapporter à moi-même qu'à travers toute une série de rapports de reconnaissance. Alors c'est une donnée anthropologique et paradoxalement cette demande est moderne. Comment vous expliquez cette nécessité d'être reconnu et qu'en même temps on a vu apparaître une demande de reconnaissance, on y reviendra, relativement récemment sous le ciel de l'histoire en tout cas. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a cette donnée anthropologique fondamentale. Je crois qu'on peut estimer que toutes les sociétés humaines, depuis la nuit des temps, reposent d'une manière ou d'une autre sur une construction de l'identité ou du rapport à soi à travers des rapports de reconnaissance. Mais cette donnée anthropologique apparaît, surgit, pose problème véritablement à partir de la modernité, au sens où, dans la mesure où il n'y a plus de cadre ou d'ordre préétabli, comme c'était le cas dans les sociétés anciennes ou traditionnelles, la question se pose de savoir qui est reconnu et sur base de quelle valeur et à quel titre. Avec une sorte de fragilité identitaire du moderne. Tout à fait, voilà. Et alors, Axel Honneth va distinguer plusieurs genres de reconnaissance. Il s'appuie d'ailleurs sur les travaux, entre autres, d'une anthropologue américaine, Margaret Mead, qui travaille sur des sociétés de la tradition et qui montre l'importance de la reconnaissance, de la relation aussi, pour pouvoir vivre en société. Tout à fait. Donc, il distingue dans ce modèle trois types de reconnaissance, trois formes de reconnaissance
qui sont des formes qui précisément apparaissent à la modernité, dans la société moderne. Alors la première, c'est ce qu'on pourrait appeler la reconnaissance amoureuse. C'est le fait qu'en tant qu'individu, pour construire ma propre identité affective, j'ai besoin du support des autres. Et les autres, ça veut dire ici les personnes qui me sont proches et chères au sein de la famille ou bien au sein de relations amoureuses. Ce sont des êtres en chair et en os. Voilà, exactement. Effectivement, j'ai affaire à mes parents ou j'ai affaire en chair et en os à mes amis ou à des compagnes ou des amants. Ça va du nursing à l'amitié en passant par la relation amoureuse, quoi. Voilà, et toutes ces formes de relations à autrui se caractérisent par un besoin par des sentiments, par des besoins affectifs. Mais là, on est en dehors du champ politique, on est dans le pré-politique. Exactement, on est dans le pré-politique, même si de fait, ces questions de reconnaissance au niveau amoureux ont également un rôle, peuvent éventuellement avoir un rôle d'un point de vue politique. Je pense par exemple aujourd'hui au débat qu'il y a pu y avoir en France, mais pas seulement en France, sur le mariage. Sur la question de savoir qui doit-on reconnaître comme étant légalement marié. Ce qui m'amène tout de suite à la deuxième forme de reconnaissance, qui est le droit. Le droit, c'est pour un individu être reconnu en tant que personne juridique, c'est-à-dire en tant que personne responsable de ses actes. Et en tant que doté d'une capacité juridique. Voilà, c'est une capacité de se prononcer sur les questions qui le ou la concernent directement. En tout cas, c'est comme ça que Honneth l'aborde. Donc, toute cette notion de reconnaissance juridique, comme on pourrait l'appeler, repose sur une idée d'égalité, égalité des personnes au sein d'une communauté juridique. Et alors, la troisième forme de reconnaissance, c'est une reconnaissance qu'on pourrait qualifier de socioculturelle. C'est le fait pour les individus d'être reconnus de manière à part entière dans les activités ou dans leur contribution à une communauté sociale donnée. Et aujourd'hui, cette forme de reconnaissance-là passe essentiellement par le travail, par le fait que les individus contribuent au fonctionnement de la société, mais demandent aussi en retour d'être reconnus à leur juste valeur pour leur contribution. Oui, et puis c'est aussi ce qu'on aurait appelé la gloire au XVIIe siècle, c'est-à-dire c'est le prestige particulier dont on peut bénéficier et qui n'est en rien obligatoire, contrairement à la première reconnaissance qui, elle, est indispensable pour la vie en société. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, on peut estimer qu'un individu qui n'aurait pas bénéficié dès sa prime enfance d'une reconnaissance affective ou amoureuse, effectivement serait sujet à toute une série de pathologies. Donc effectivement, cette reconnaissance-là est primordiale. Elle est ce qui permet à l'individu d'entrer en société, en quelque sorte. Mais Lucas, jusqu'ici, on a parlé d'un individu et dans le fond, je ne vois pas encore la dimension identitaire, c'est-à-dire que nous avons tous besoin, qui que nous soyons, sous n'importe quelle latitude, dans le fond, l'articulation de ces trois formes de reconnaissance. Qu'est-ce qu'il y aurait de particulier à la demande de reconnaissance que l'on a vue très récemment, c'est-à-dire depuis ces 30 dernières années, d'une communauté mémorielle, d'une communauté qui partage une certaine orientation sexuelle, on pense bien sûr aux homosexuels, ou d'une région, quoi. Bref, pour toute la variété, le dégradé des identités dans une démocratie. Alors là, c'est une question peut-être plus spécifique, c'est la question, grosso modo, aujourd'hui, de ce qu'on appellerait le multiculturalisme, ou en tout cas d'une certaine forme de multiculturalisme, qui n'est pas l'objet premier, il faut le remarquer, de la théorie de Honneth. C'est plutôt, dans ce cas-là, les travaux de Charles Taylor et de tout ce qu'il y a eu à sa suite qui rentre en jeu. Il n'est pas quand même très très éloigné, Axel Honneth, parce que dans le débat avec Nancy Fraser, on va venir à Nancy Fraser bien dans un instant, il est quand même plutôt du côté de Taylor. Il est plutôt du côté de Taylor, mais il vient avec un concept de reconnaissance spécifique par rapport à celui de Taylor. Il faut savoir que Taylor, dans un texte fameux qui traite précisément de la question du multiculturalisme, et Taylor part, il faut aussi le remarquer, d'un cas spécifique qui est la minorité francophone au Canada. Oui. Lui-même étant de la minorité anglophone au Québec. Mais qui a la bonté, la gentillesse de supporter la cause de ses compatriotes francophones. Taylor parle
parle effectivement d'une reconnaissance, on va dire, spécifiquement culturelle, le fait d'une culture, par exemple la culture francophone au Québec, le fait qu'elle puisse éventuellement sous le coup de la domination de la culture anglo-saxonne disparaître un jour. Alors c'est ça la question de Taylor, c'est ça la question que pose Taylor, c'est de savoir, ne faut-il pas ici reconnaître, et notamment d'un point de vue juridique, la spécificité de cette culture francophone par rapport à la culture anglo-saxonne dominante. Ce qui pose évidemment un problème strictement du point de vue du droit. Est-ce qu'on peut, d'un point de vue juridique, reconnaître une spécificité à une culture et tenter de la sauvegarder à travers toute une série de dispositifs juridiques? Mais oui, parce que cette question de l'identité, d'abord, qu'est-ce qui définit une identité? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas toujours une part d'imaginaire ou une part subjective à la définition de cette identité? Si on prend l'exemple de l'identité, si tant est que cette expression ait un sens, l'identité homosexuelle, qui n'est pas identité, bien entendu. En quoi est-ce précisément une identité qui doit être prise en compte par le droit? Alors je crois qu'ici, il faut peut-être partir de l'idée qui me semble importante que les identités sont toujours plurielles. On n'est jamais uniquement l'homosexuel, on n'est jamais uniquement francophone du Québec, on n'est jamais uniquement français, belge ou que sais-je. Il y a une pluralité en jeu au sein même de chaque identité. Et les identités sont également, si je puis utiliser une expression d'Étienne Balibar, toujours ambiguës. On ne sait jamais vraiment... Elle se prête difficilement justement à des moules, à des cadres préétablis. Comment reconnaître une identité ambiguë? Comment reconnaître qui, par définition, l'acte de reconnaissance est un acte unilatéral, est un acte orienté et public à l'égard de quelqu'un, d'une personne ou d'une cause? Comment peut-il s'adresser à un objet ambigu comme l'est l'identité? Mais je crois que c'est précisément toute la difficulté aujourd'hui de ce qu'on appellerait les politiques de l'identité, c'est que effectivement l'objet de ces politiques est par définition insaisissable. Et Axel Honneth s'est bien rendu compte de cette difficulté d'avoir à comment dirais-je, à valoriser un sentiment qui était, c'est ça qu'on l'appelle une sorte de psychologisme dans la politique, un vécu personnel de son identité. Tout à fait. Alors vous reprenez l'expression de Nancy Fraser. En fait, c'est une critique que Nancy Fraser adresse à Honneth dans un débat qu'elle a eu avec lui au début des années 2000. Et Fraser, effectivement, objecte à Honneth le fait que son modèle théorique de la reconnaissance serait un modèle strictement psychologique. Elle parle d'une psychologie de la souffrance pré-politique. Et c'est effectivement une objection de sa part dans la mesure où on voit mal comment, à partir de ces identités insaisissables, ambiguës, plurielles, on définirait quelque chose comme une politique. Et comment a répondu Honneth? Alors je crois que la réponse de Honneth consiste dans le fait de dire que l'objet de sa théorie n'est pas prioritairement les identités, mais plutôt ce que j'appellerais la dignité de chacun, de chaque être humain. Mais ça, c'est très différent parce que, justement, autant je crois qu'on peut se mettre d'accord sur l'idée que la dignité est d'ailleurs un concept nouveau en droit et en politique, qui doit soutenir des institutions et toutes les institutions publiques, et c'est particulièrement vrai pour les institutions prenant en charge des êtres diminués, comme peut l'être la prison ou l'hôpital ou l'école, d'ailleurs par certains côtés, des êtres en devenir. Bon, mais la dignité, on est aux antipodes de l'identité, puisque la dignité, c'est précisément la commune humanité, c'est l'humaine condition, dirait Hannah Arendt. Tout à fait, sauf que je pense que l'intérêt de Honneth est de montrer que cette dignité elle-même se décline sous différentes formes. Et c'est là où on retrouve ces différentes formes de reconnaissance. Je suis digne ou j'ai un droit à être reconnu comme quelqu'un de digne de plusieurs façons, que ce soit d'un point de vue affectif, d'un point de vue juridique ou d'un point de vue social. Je crois que c'est ça le petit tournant qu'amorce Honneth par rapport à cette question de l'identité, c'est de montrer que partant de la dignité et non pas de l'identité, on peut malgré tout montrer que cette dignité se décline de différentes façons.
Oui, mais alors il y a aussi une autre difficulté, c'est que ce terme de reconnaissance, il est souvent affublé d'un épithète et on parle de reconnaissance réciproque ou mieux de reconnaissance mutuelle. Et pour chez Ricoeur, on sait que ça avait une grande importance, la reconnaissance mutuelle. Alors expliquez-moi, quelle serait la réponse d'Axel Honneth dans ce débat du savoir si les institutions publiques devraient prendre en compte les attentes de reconnaissance des publics, des populations, des personnes qui les fréquentent. Dans quelle mesure une institution peut hâter une reconnaissance mutuelle? C'est la mutualité qui m'intéresse. Alors si par mutualité on entend effectivement le fait que la reconnaissance finalement ne peut être que mutuelle, au sens où si une reconnaissance n'était que unilatérale ou asymétrique, on n'aurait pas affaire à une reconnaissance en tant que telle, mais plutôt finalement un rapport de domination. C'est-à-dire que si l'acte n'est pas réciproque, si je reconnais quelqu'un mais que cette personne en question ne me reconnaît pas en retour, on se trouve de fait dans un rapport asymétrique et de domination. Donc pour Honneth, et il s'appuie ici essentiellement sur Hegel, qui est l'une de ses sources philosophiques les plus importantes, la reconnaissance ne peut être que mutuelle. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que c'est pas le tableau que présentent nos sociétés aujourd'hui, oui, où on a l'impression d'avoir une exigence, alors certains diraient tyrannique, de reconnaissance. Reconnaissez-moi dans mon insigne différence. Et souvent d'ailleurs, reconnaissez-moi dans ma souffrance. Reconnaissez-moi dans ce que la communauté à laquelle j'appartiens a souffert. Ce qui est très souvent le cas, si on prend l'exemple des esclaves ou l'exemple de la colonisation, par exemple, aujourd'hui. Mais alors, là, on n'est pas dans la mutualité, on est dans une reconnaissance de la victime. Et puisque vous parliez de Hegel, qui est une référence majeure pour Aksel Honneth, ne risque-t-on pas de verser dans une concurrence des victimes, dans une concurrence des identités qui est presque inscrite dans cette revendication? Oui, alors c'est effectivement un problème délicat aujourd'hui, cette concurrence des victimes, ou cette concurrence des mémoires. Mais je pense malgré tout oui, qu'il y a un travail à faire, mais qui est un travail nécessairement collectif, puisque la mémoire, par définition, c'est quelque chose de collectif. Donc il faut évidemment travailler la mémoire, et notamment à travers cette clé que proposent les sciences de l'histoire, ou l'histoire en tant que discipline scientifique, effectivement montrer, c'est d'élargir notre mémoire collective en intégrant ces différents épisodes de notre histoire en tant que mémoire collective. Mais alors il y a une autre critique surgit immédiatement, à savoir que peut-on réduire un acteur politique collectif à un espace public de reconnaissance des identités. N'a-t-on pas une définition en quelque sorte négative de l'espace public? Et si je reprends un auteur contemporain comme Pierre Manant, il dit c'est une perception du citoyen et des droits en termes exclusivement de la victime, c'est-à-dire du pâtir et non pas de l'agir. Alors que le propre d'une communauté politique, c'est précisément de construire un acteur collectif pour pouvoir se projeter collectivement dans l'histoire et dans le monde. Oui, alors c'est effectivement une belle vision héroïque de la politique. Très républicaine, bien sûr. Oui, républicaine. Je pense que malgré tout, l'un des intérêts de Honneth et d'une série d'auteurs qui gravitent autour, c'est de montrer précisément que on peut considérer la politique non pas comme étant une sorte d'acte de bravoure ou quelque chose oui, voilà, qui consiste à se poser en tant que citoyen. Vous caricaturez un peu la position de Pierre Manant en l'occurrence. Si on prend l'exemple très contemporain de la mondialisation, parce qu'on a parlé beaucoup de l'histoire, mais il faut aussi parler de l'espace et du monde. Construire et se construire comme un acteur collectif, la nation ou l'État, pour jouer dans la mondialisation, pour peser dans le cours des choses de façon à ne plus la subir, mais se poser comme un acteur de l'histoire, c'est pas un acte de bravoure, c'est quasi une nécessité aujourd'hui.
Oui, une nécessité faite vertu en quelque sorte, ou alors mais là, vous-même avez utilisé le terme de survie, donc si nous voulons survivre, il nous faut poser en tant qu'acteur. Oui, sans doute. Seulement, je pense que ça ne signifie pas nécessairement une sorte de retour à une forme de politique au sens fort ou volontariste du terme. Parce que c'est toujours cette tension entre l'agir et le pâtir qui fait, pour reprendre en quelque sorte une expression aussi de Pierre Manant, en disant il est regrettable qu'on ne conçoive plus l'entrée dans la communauté politique comme une participation, comme une égale participation, mais comme une jouissance de soi ou une préoccupation de soi. Est-ce qu'il n'y a pas une aversion et est-ce que ce n'est pas un obstacle, un reproche qu'on pourrait faire à la théorie d'Axel Honneth, qui lui a été adressée d'ailleurs? Oui. Alors, je crois que mais vous partez de ces deux catégories de pâtir et d'agir. Ça joue d'ailleurs également un rôle dans le travail de Ricoeur. Hein. Je crois qu'il y aurait ici des ponts à lancer entre le travail de Ricoeur et celui de Honneth. Je pense que c'est important de retenir cette dualité de l'agir politique. Quand on agit, on pâtit aussi. Agir, c'est aussi de manière ou d'une autre souffrir, puisqu'on est toujours dans un rapport entre ego et alter. Donc agir, ça veut dire aussi imprimer une partie de mon action sur autrui, et donc ça veut dire qu'autrui souffre, en quelque sorte, en tout cas pâtit de mon action. Donc je crois que l'agir politique, c'est aussi reconnaître une forme de vulnérabilité commune. Et je pense que nos communautés politiques auraient tout intérêt à partir de cette idée que l'agir politique, ce n'est pas uniquement quelque chose de volontariste et un acte fort à poser, mais c'est aussi une vulnérabilité partagée entre les individus au sein d'une même communauté. Ça, vous faites référence par exemple au discours d'Obama, au fameux discours de Philadelphie, l'Obama candidat à son premier mandat, où il dit: je parle au nom de ceux au détriment desquels le rêve américain s'est construit. Tout à fait. Et c'est-à-dire que l'Amérique, elle est faite du rêve américain et de ceux qui n'ont pas eu accès à ce rêve, et mieux qui ont été les victimes ou ceux qui ont subi la conséquence de l'action des autres. Absolument, oui. Et une communauté politique, dans ce sens-là, serait pas les winners uniquement, pas ceux des citoyens, des hommes actifs, si on pense à la cité grecque, mais serait, et c'est peut-être ça qui définirait une communauté politique moderne, c'est-à-dire le souci, la reconnaissance mutuelle et la justice en tant que reconnaissance correspondrait au souci très contemporain d'avoir une cité politique complète, pourrait-on dire. Complète, c'est-à-dire qui ne laisse personne sur le chemin, ni les femmes, ni les handicapés, ni les enfants, ni les personnes de rentage, etc. C'est-à-dire que la reconnaissance aurait une dimension inclusive, Louis Carré. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs la définition de la justice que donnerait Axel Honneth, c'est que la justice, ou est réputée juste, une société qui inclurait au sens fort du terme, l'ensemble de ses membres, et qui permettrait en même temps à chacun de ses membres de développer leur propre individualité. Alors effectivement, on a ici affaire à une tension au sein de ce modèle de la justice que tire Honneth de sa théorie de la reconnaissance. Il s'agit à la fois d'inclure l'ensemble des individus et également de leur permettre de se développer du point de vue de leur propre individualité. On a ici une véritable tension entre deux axes, mais qu'il nous faut en quelque sorte assumer en tant que tel. Alors la réponse de Nancy Fraser, on n'a pas beaucoup parlé d'elle parce que elle est en quelque sorte en défense dans ce dossier-là. Elle dit mais c'est moins de reconnaissance en termes de reconnaissance que nous devons penser la justice sociale qu'en termes d'égal accès à la vie publique et égal accès aux institutions, égal accès à ce qui va me permettre d'agir avec un horizon beaucoup plus raccourci, en étant la reconnaissance n'a de sens que dans la mesure où il faut justement inclure et permettre une égale participation de tous. Tout à fait. Donc c'est le modèle que propose Fraser. La justice sociale, c'est un idéal d'égale participation de tous à la sphère publique. Et Fraser indique d'ailleurs que cette égale participation de tous à la sphère publique se fait
sur deux bases, grosso modo. C'est d'une part assurer les conditions matérielles qui permettent d'accéder à cet espace public, et d'autre part être également reconnu dans les diverses formes d'identité culturelle qui sont celles des citoyens d'une même communauté. Donc la spécificité de Fraser, notamment par rapport à Honnête, c'est qu'elle prétend en quelque sorte reprendre, inclure dans un même modèle théorique à la fois les demandes de redistribution classiques et les demandes de reconnaissance en termes d'identité. Alors, ma question est double. Est-ce que vous ne pensez pas, dans ces deux thèses de Fraser et de Honnête, est-ce que vous vous sentez pas plus proche de celle de Nancy Fraser, en ce qu'elle est en quelque sorte plus holiste? Oui, tout à fait. Alors, c'est l'impression qu'on pourrait avoir, mais je crois que l'argument que Honnête oppose à Fraser est malgré tout intéressant. L'argument consiste à dire, y a-t-il véritablement redistribution matérielle ou y a-t-il véritablement un idéal de justice redistributive indépendamment des schémas culturels de redistribution? C'est-à-dire ? Autrement dit, Fraser part de cette idée un petit peu étrange, me semble-t-il, l'idée selon laquelle il suffirait simplement de redistribuer les ressources matérielles ou les biens économiques, sans véritablement prendre en compte les différents schémas culturels qui participent de cette redistribution. C'est-à-dire, qu'est-ce que C'est-à-dire qu'elle part d'une définition de l'économie de marché, qui est en quelque sorte complètement désencastrée par rapport au fait que cette économie s'inscrive malgré tout dans, on va dire, dans une culture. Une culture donnée. Effectivement. Et une culture, ça veut dire dans laquelle il y a des gens qui sont dedans, des gens qui sont moins dedans. Voilà. Et donc c'est ça l'argument de Honnête, c'est que au lieu de partir de cette idée un petit peu, je vais pas dire simpliste, mais selon laquelle il suffirait de redistribuer, l'objectif d'une politique réformiste ou radicale serait de changer les schémas culturels de redistribution. Oui, c'est-à-dire que finalement, ce qui doit être inclus, c'est cette dimension non économique, extra-économique, de nature culturelle, qui sont les conditions réelles d'existence, comment dirais-je, psychologique, anthropologique des personnes qui participent d'une communauté. Ce qui était donné comme une évidence autrefois et qui ne l'est plus dans la modernité. Et dans le fond, la théorie de la reconnaissance, la justice comme reconnaissance, et qu'on va voir. Honnête, je ne sais pas si Honnête en parle, mais que l'on voit beaucoup dans la justice transitionnelle. Oui. C'est-à-dire ce moment tout à fait particulier dans lequel une communauté politique se redéfinit elle-même après des violences de masse, elle est obligée de prendre en compte cette dimension de la reconnaissance, parce que ça fait partie de sa propre redéfinition. Et ça, c'est une question de la définition qui n'était pas une question du temps où les communautés ethniques recouvraient des territoires plus ou moins correspondants. Tout à fait. Alors, la question qu'on peut se poser, et que je voudrais, une dernière question peut-être, est-ce que ce n'est pas un moment du débat politique, ce débat sur la reconnaissance, Honnête, Fraser? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nouveau une question brûlante, urgente de redistribution et voire d'inclusion, non plus des identités, mais d'inclusion des contributeurs? Je pense au tout le débat sur la fiscalité, tout le débat sur la mondialisation, sur la responsabilité des banques par exemple, qui rend non pas obsolète, mais qui fait que nous serions aujourd'hui dans une nouvelle étape en quelque sorte de la question des revendications sociales. Oui, sauf que je ne pense pas que un débat exclut l'autre. Oui, absolument. Je pense que et je crois que c'est l'intérêt du modèle théorique de Honnête, c'est de montrer que, par exemple, pour reprendre la fiscalité, la reconnaissance joue également un rôle dans cette question de la fiscalité. Je donne l'exemple dans le livre de ce milliardaire qui s'estime lésé parce qu'il paye trop d'impôts. Eh bien, je crois que ce milliardaire, prétend-il, s'estime lésé dans son identité. Je crois qu'il faut précisément changer le schéma culturel dans lequel se trouve ce milliardaire en question
pour lui montrer que finalement, il a tout intérêt à payer comme chaque citoyen ses impôts. C'est ça, et nous serions rentrés dans un troisième stade additif, cumulatif et non pas exclusif. Ce n'est pas un retour en arrière au débat simplement à la justice comme redistribution sociale, mais sur la reconnaissance plus, pourrait-on dire. Louis Carré, merci. Cette émission a été préparée par Victor Massé de l'Épinay, à la réalisation Viviane Noël, à la technique Alexandre Dang.